Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue et merci de nous rejoindre sur RTI 1. Voici les titres de ce journal. La France connaît désormais son nouveau président. Emmanuel Macron a été élu ce dimanche avec plus de 66% des suffrages au détriment de Marine Le Pen. En quoi consistera sa gouvernance? Emmanuel Macron peut-il être l'homme de la rupture? Nous en parlerons en tout début de journal. Fin de la visite de 72 heures du président ghanéen en Côte d'Ivoire. Nana Akufo-Addo a quitté Abidjan hier après-midi, mais avant son départ, il a échangé avec la communauté ghanéenne de Côte d'Ivoire qui s'était fortement mobilisée pour lui dire Akwaba. Dans ce journal, nous irons à Niablé, dans l'Indénié du Hablin, où le centre de santé vient de voir son plateau technique relevé. Cela grâce à une entreprise coopérative de la région qui a fait don de matériel médicaux et d'appareils de laboratoire d'une valeur de 22 millions de francs CFA. Emmanuel Macron a été élu président de la République française avec 66,10% des voix contre la candidate du FN, Marine Le Pen, qui a obtenu 33,9% des suffrages exprimés. Inconnu en politique il y a encore 3 ans, sans parti derrière lui à 13 mois de la présidentielle et jamais en charge du moindre mandat électif, Emmanuel Macron est devenu hier dimanche le 8e président de la 5e République à seulement 39 ans. À Monsieur Emmanuel Macron, président élu de la République française. Monsieur le président élu, votre brillante victoire à l'élection présidentielle française le 7 mai 2017 m'offre l'agréable occasion de vous adresser mes très vives et chaleureuses félicitations. En portant son choix sur votre personne pour assumer la prestigieuse charge qui est désormais la vôtre, le peuple français vient de vous traduire éloquemment son adhésion à votre vision pour conduire les destinées de votre grand pays vers un progrès économique et social encore plus harmonieux au sein d'une Europe plus solidaire. En cette heureuse circonstance, je voudrais au nom du gouvernement et du peuple ivoirien ainsi qu'en mon nom propre, former à votre endroit des vœux ardents de parfaite santé, de bonheur et de succès éclatants dans l'exercice de votre haute mission. Je voudrais également vous témoigner toute ma sympathie et vous assurer de ma totale disponibilité à œuvrer de concert avec vous à l'approfondissement des relations étroites d'amitié et de coopération qui existent entre la Côte d'Ivoire et la France. Très haute considération, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Emmanuel Macron, un ovni en politique, la question se pose. Cet homme encore inconnu du grand public il y a 3 ans, qui est aujourd'hui à 39 ans, président de la République française. Sylvie Touré nous dresse ici le portrait du plus jeune président de la 5e République. Paris osé, Paris fou, Paris gagné. Le voilà à l'Élysée, à la tête de la France. À peine 40 ans, Emmanuel Macron prend les rênes de la 5e puissance mondiale, à l'issue d'un slalom politique dont lui seul a le secret. D'abord dans l'ombre des ténors du Parti socialiste entre 2006 et 2009, Emmanuel Macron se fait très vite remarquer par François Hollande, dont il soutiendra la candidature à la présidentielle en 2012. Une fois élu, ce dernier lui renvoie l'ascenseur, il le nomme secrétaire général adjoint de l'Élysée. Le jeune collaborateur se montre très pertinent sur les dossiers économiques et renforce le capital confiance placé en lui. 2014, Macron entre au gouvernement avec un portefeuille à 3 poches, l'économie, l'industrie et le numérique. Il est âgé de 37 ans. Il annonce les couleurs avec la loi pour la croissance et l'activité qui divise le Parlement à l'issue de plus de 400 heures de débat et finit par forcer la barrière parlementaire grâce au 49.3. Suivra la loi Macron 2 en faveur de nouvelles opportunités économiques qui, elle, sera stoppée tout net par l'exécutif. Avril 2016, Emmanuel Macron lance En Marche. Il situe son mouvement ni à gauche ni à droite, stupeur générale et surtout au Parti socialiste, sa désormais ex-famille politique. C'est la levée de bois vert
Contre la réincarnation de Brutus, le traître à qui l'on attribue le dernier coup de poignard qui a tué l'empereur César, son père adoptif. Ou encore Judas, le disciple qui a vendu son maître Jésus pour 30 pièces d'argent. L'enfant chéri est désormais le parricidaire. Macron est accusé de sacrifier à l'autel de ses ambitions personnelles son père, François Hollande. Il démissionne du gouvernement. On ne vend pas cher de sa peau, encore moins de celle de son mouvement. Et pourtant, En Marche fait boule de neige. Le mouvement grossit et bouscule les opinions pour se classer en tête des sondages. Ni à droite, ni à gauche, il recrute pourtant à droite et à gauche. Dans les premiers siècles des familles politiques, En Marche a encore plus de succès auprès des populations, surtout dans les milieux d'affaires et de la finance. Le 23 avril, il remporte le premier tour de la présidentielle, désormais à une marche du Palais de l'Élysée. Une marche qui s'achève ce 7 mai, elle n'aura duré que 13 mois depuis le lancement du mouvement. Derrière l'ovni politique se cachait en réalité un génie politique qui, en un peu plus d'une année, a réussi à mettre la France à ses pieds. Emmanuel Macron, vainqueur de l'élection présidentielle française, a placé l'économie au cœur de son programme. Le président élu a annoncé une série de réformes touchant aux finances publiques et aux entreprises. Mais quelle sera la politique africaine d'Emmanuel Macron? Avec qui va-t-il la mener? Élément de réponse avec Herman Guivet. Je veux que la France, notre pays, redevienne une chance, et une chance pour chacun. Emmanuel Macron, nouveau président de la République française. Quels défis attendent le nouveau président français? Quel genre de président sera-t-il? Nous avons posé la question à un politologue. Je pense et je suis persuadé, pour avoir suivi un peu son profil et sa manière de fonctionner, qu'il sera un président de la réforme. Et tout de suite, ce qu'il fera et ce qui va le caractériser, c'est de gouverner par ordonnance. Et l'exemple le plus patent est celui que Donald Trump nous a donné. Pour éviter les discussions interminables, pour éviter les conciliabules qui ne permettent pas justement à ces États majeurs-là de prendre des décisions fortes, dès ses premières heures de fonctionnement de présidence, il va gouverner par ordonnance sur des points majeurs, de sorte à imposer à la France cette réforme qui lui manquait tant et qui faisait l'objet de discussions et de grèves inlassables. Emmanuel Macron, président, quel rapport de la France avec l'Afrique? Toute politique internationale est du domaine exclusif du président de la République. Mais toute politique internationale basée en direction de l'Afrique est du domaine des réseaux. Et le président Macron ne pourra pas échapper à ces réseaux-là. Seulement que par sa juvénilité, par sa virginité, entre guillemets, il apportera un regard un peu plus neuf sur ces relations, mais qui, de mon sens, ne vont pas fondamentalement bouger, si ce n'est que les Africains eux-mêmes qui prennent en charge leur destin en comprenant qu'il y a un nouveau type de rapport à avoir avec la France, avec l'Europe et à proposer quelque chose. Parce que les priorités de Macron ne seront pas forcément l'Afrique, même si l'Afrique constitue le continent de l'avenir et dans les relations entre États, l'Afrique représente un marché formidable. Ce sera d'abord la réforme des relations que la France aura avec l'Europe. Sa vision de la politique extérieure française. Le président Macron va introduire une dose suffisante de consultation populaire qu'on appelle le référendum sur des questions essentielles comme l'Europe. C'est évident. Il agira en tenant compte des aspirations européennes, mais il fait partie de ceux qui pensent que des réformes institutionnelles doivent être apportées au niveau de l'Europe, de sorte à ce que chaque pays, tout en gardant sa liberté et son autonomie, trouve un peu plus d'espace pour agir. Et je crois que ce sera ça l'essentiel de son cheval de bataille. Avec cette victoire, face au Front National de Marine Le Pen, Emmanuel Macron entre dans l'histoire et devient le 8e président de la 5e République et le 25e président de la République française. Et que pensent les populations de cette élection d'Emmanuel Macron? Nos reporters ont tendu leur micro dans les rues d'Abidjan. On espère que la politique européenne, avec Emmanuel Macron, maintenant aura une bonne tournure, c'est-à-dire que les choses seront encore bien vues. Nous serons quand même mieux considérés, la politique des immigrés ou bien des immigrants sera quand même améliorée. Puisque c'est un jeune, il connaît déjà les soucis de la jeunesse, donc je pense qu'il va aider
la jeunesse à mieux avancer, à mieux se développer et puis aussi aider aussi les jeunes à s'insérer dans le tissu économique. C'est un sentiment de joie. Bon, vu que c'est un jeune, je crois qu'il va essayer au moins d'organiser autour des jeunes, essayer au moins d'avoir un parlement ou un gouvernement entouré de jeunes. Oui, moi je pense que c'est du pareil au même. Hein. Quand on parle des Français, un président qui est à la tête d'un État autre que le nôtre, on doit se dire que les États n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Donc, bon, on attend de voir ce qu'il va, à son niveau, ce qu'il peut faire pour l'Afrique. C'est surtout ce qu'il peut faire pour l'Afrique. Sans avoir un passé de politicien avéré, c'est une nouvelle génération qui est en train de naître. Espérons seulement que l'Afrique ait quelque chose de positif dans cette nouvelle élan-là avec Emmanuel Macron. C'est tout. Voilà pour le chapitre élection présidentielle française. Après une visite de travail et d'amitié de 72 heures en Côte d'Ivoire, le président de la République du Ghana, Nana Akufo-Addo, a regagné son pays hier dimanche en fin d'après-midi. Une visite qui aura permis de renforcer les liens d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Nana Akufo-Addo a été raccompagné à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par le vice-président Daniel Kablan-Duncan, qui avait à ses côtés le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Pendant ces 72 heures passées en Côte d'Ivoire, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo a échangé avec la communauté ghanéenne de Côte d'Ivoire. Les Ghanéens s'étaient fortement mobilisés pour dire Akwaba à leur président et lui exprimer leur attachement. Retour sur cette cérémonie de communion quasi parfaite entre le président et son peuple. Awa Touré. La rencontre entre le président ghanéen Nana Addo Dankwa Akufo-Addo avec ses compatriotes en terre ivoirienne, la première depuis son investiture le 7 janvier, a tenu toutes ses promesses. Une rencontre meublée de prières, chants religieux, danses traditionnelles et bénédictions. L'ambassadeur du Ghana a salué la grande mobilisation des Ghanéens autour de cette visite d'amitié et de travail du président Nana Akufo-Addo en Côte d'Ivoire. Pour lui, cette présence massive est l'expression de leur attachement au président de la République du Ghana. Nana Apia, président de la communauté ghanéenne de Côte d'Ivoire, a pour sa part dit la joie et le bonheur des ressortissants du Ghana de recevoir leur président au bord de la lagune ébriée avant de demander les nouvelles du pays. Heureux de communier avec ses compatriotes vivant en Côte d'Ivoire, le président ghanéen a réaffirmé sa volonté de nouer un partenariat stratégique avec la Côte d'Ivoire. On va travailler comme ça avec nos pères et nos sœurs ivoiriennes pour pousser le Ghana et pousser la Côte d'Ivoire. C'est nous, on a commencé à mettre en route toutes les choses qu'on a dit au peuple. J'ai promis que dès que je deviendrai président, l'école secondaire au Ghana sera gratuite pour tout le monde. À partir de cette année scolaire, tous nos jeunes qui rentrent dans le système secondaire, senior high school, seront là gratuits. Au cours des échanges qui ont suivi, le président ghanéen a répondu aux préoccupations de ses ressortissants sur des questions liées à l'actualité nationale. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale était hier à l'IPS Ségraeux dans la commune du Plateau. Jean-Claude Kouassi s'y est rendu pour échanger avec les travailleurs. Au cours de la rencontre, les responsables de la structure ont présenté l'ensemble des offres qui existent pour le bien-être des assurés sociaux. Le compte-rendu de Grace Kando. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale en visite dans les structures sous sa tutelle.
Jean-Claude Kouassi échange avec le personnel de l'IPS Segrae, une rencontre dans une ambiance à bon enfant. Les responsables de la Caisse générale de retraite des agents de l'État annoncent l'opérationnalisation de 2 projets majeurs. La convention instituant des règles de coordination entre le système de retraite géré par l'IPS Segrae et le système de retraite géré par l'IPS-CNPS, ainsi que la retraite complémentaire par capitalisation, qui va permettre d'améliorer de façon substantielle le revenu de remplacement qu'est la pension de retraite. L'IPS Segrae a pour mission, entre autres, la gestion au profit des bénéficiaires des régimes obligatoires de pension publique. Pour le bien-être des assurés sociaux, plusieurs réformes ont été entreprises. Les délais de traitement des dossiers sont passés de 365 jours en moyenne avant la réforme à moins de 25 jours actuellement, à compter de la réception des dossiers complets. Il y a également la facilitation de l'accès aux droits des assurés sociaux. Des prestations de qualité à l'endroit des retraités, le ministre Jean-Claude Kouassi demande l'implication de tous les travailleurs de l'IPS Segrae. Si chacun de nous prend l'engagement de s'acquitter avec dévouement et professionnalisme de sa tâche quotidienne, dans la plus grande rigueur et dans le respect de la hiérarchie et de l'orthodoxie administrative, nous parviendrons sans aucun doute à l'objectif que nous nous sommes fixés ensemble. De nouveaux projets sont en vue. L'IPS Segrae prévoit notamment l'extension de la couverture sociale à de nouvelles couches de la population. Les fonctionnaires ne seront donc plus les seuls bénéficiaires. Vous allez le voir en images, plusieurs centaines d'ex-combattants démobilisés bloquaient ce matin l'accès sud de la ville de Bouaké dans le centre de la Côte d'Ivoire. Ils réclament à l'État des primes qu'ils auraient dû percevoir entre 2007 et 2011. Une centaine de véhicules étaient bloqués à l'entrée de la 2e ville du pays. L'on apprend la réouverture du corridor et le retour à la normale après un début de négociation entre les autorités préfectorales et les ex-combattants. Le jeudi 4 mai dernier, une dame de 70 ans a été mortellement poignardée à son domicile, situé à la Cité des Arts, dans la commune de Cocody, ici à Abidjan. Elle aurait reçu plusieurs coups de couteau. Le présumé meurtrier a été interpellé par les éléments de la direction de la police criminelle. Quels ont été les motifs de ce crime? Élément de réponse avec notre reporter Abou Sanogo. Cité des Arts dans la commune de Cocody. Habituellement calme, cette cité est depuis le jeudi 4 mai dernier secouée par le décès de Dame Fiankan Yvette Tano, épouse Brou, âgée de 70 ans, assassinée à l'arme blanche à son domicile. Aussitôt informée, une équipe d'enquêteurs de la direction de la police criminelle se rend sur les lieux où elle retrouve le corps sans vie de Dame Tano. Le crime était tellement crapuleux qu'en un tour de seconde, ça fait le tour de la Côte d'Ivoire. C'était un défi pour nous. Il fallait à tout prix retrouver le meurtrier. Retour sur les faits. Le jeudi 4 mai, aux environs de 10h30, un individu se rend au domicile de la septuagénaire. Arrivé au premier étage de cet immeuble, il marque une halte à cette porte qu'il semble bien connaître. Il sonne et est reçu par Dame Tano, qu'il considère comme son fils. Comme je vendais les produits de santé, voilà, donc lors d'une prospection en 2013, là que je l'ai connue, donc je l'ai prise comme une maman. Une fois installé, le visiteur lui demande la somme de 100 000 francs CFA. La dame étonnée lui fait comprendre qu'elle ne dispose pas de ce montant. L'individu s'emporte et menace. La dame, se sentant en danger, regagne sa chambre pour en ressortir avec une somme de 20 000 francs. Pendant ce temps, l'homme se précipite dans la cuisine, s'empare d'un couteau. Il l'attend. Une fois sortie, elle est saisie par l'individu qui l'empêche de crier à l'aide, puis reçoit des coups de couteau à divers endroits de son corps, notamment au cou et à l'omoplate droit. On s'est dirigé vers la porte là-bas. Elle a crié au secours, aidez-moi. Donc le mal était déjà fait. C'est là que les coups sont partis. Il abandonne sa victime là, dans une mare de sang, mais a le temps de s'enfuir avec son téléphone portable et la somme de 20 000 francs.
Mais il n'ira pas plus loin, car il sera vite rattrapé par l'équipe d'enquêteurs de la direction de la police criminelle. Le téléphone était localisé, donc c'est quand je suis rentré dans le supermarché que la police m'a pris. La cité des Arts est agitée. Ses habitants encaissent mal le coup. La famille demande que justice soit rendue. Que justice soit faite. Que justice soit faite. Le présumé meurtrier âgé de 31 ans sera conduit devant le parquet pour répondre de ses actes. Reportage signé Abou Sanogo. Le forum régional des villes intermédiaires d'Odiéné, c'est fini. Pendant 48 heures, les élus locaux et les experts ont planché sur la question du développement des collectivités. Ils ont même fait des propositions de stratégie de développement. Le point avec Mamadou Kouassi. Au quotidien, ce sont d'importantes populations qui quittent les zones rurales pour les zones urbaines. Et les villes intermédiaires constituent en premier le réceptacle de ces populations migrantes. En somme, dans moins de 10 ans, plus de 600 millions d'Africains vivront en ville. Une situation qui va accroître les problèmes de ces collectivités, des problèmes axés sur l'insécurité, le manque d'emploi, l'éducation, l'urbanisation et la prise en charge socio-médicale de ces populations. Tous ces problèmes sont à la fois communs à toutes les collectivités territoriales africaines. Quelles solutions donc faut-il apporter pour juguler ces entraves au développement? On fait des programmes pour les capitales nationales, on fait des programmes pour les capitales régionales, mais les villes intermédiaires ne sont pas pour le moment dans l'agenda des politiques publiques en Afrique. Et donc l'idée, c'est d'attirer l'attention des pouvoirs publics, de la coopération internationale et des différentes coopérations bilatérales et multilatérales sur l'importance de faire en sorte que les villes intermédiaires puissent se préparer à accueillir ce surplus de population. Ce qu'il faut pour les rendre viables et durables, ces villes, c'est qu'il faut que ces villes intermédiaires soient dotées de ressources financières suffisantes, de ressources humaines suffisantes. Et en ce moment, il sera possible, comme ça existe dans d'autres pays, quand vous regardez en Allemagne, vous avez une métropole ou deux, mais le reste, c'est des villes intermédiaires. Et l'idéal aujourd'hui pour un pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, les pays de la sous-région, c'est d'avoir un tissu de villes intermédiaires qui vont faire un maillage intégral du territoire et qui vont organiser un meilleur équilibre et un meilleur dialogue entre le rural et l'urbain pour que nous puissions véritablement avoir un développement humain et inclusif. Il s'agit de trouver les moyens pour permettre à nos villes intermédiaires de jouer leur rôle de moteur de développement économique et social. Une ville intermédiaire ne peut pas seule aller sur le marché financier. Donc il faut mettre en place un pool de villes qui peuvent aller sur le marché financier pour prêter de l'argent, ou bien via une institution de financement au niveau national. Vous savez, il y a toute une ingénierie qui a été mise en place depuis des décennies et qui peuvent être mises à profit dans le cadre du financement des villes intermédiaires, et c'est sur ça que nous mettons l'accent. Pour régler définitivement les problèmes des villes intermédiaires, les experts en décentralisation proposent donner une bonne instruction et une bonne formation à cette jeunesse, parce que c'est elle qui sera le fer de lance du développement. Il faut aussi cultiver l'esprit citoyen au niveau de la population. Il ne faut pas qu'on pense que c'est au maire de faire. Non, chacun, dans sa parcelle de responsabilité, doit faire quelque chose. Nous devons conjuguer tous nos efforts pour atteindre un meilleur cadre de vie. Ces différentes propositions seront prises en compte dans la mise en place des agendas mondiaux, chose qui devrait contribuer à l'amélioration des conditions de vie et de travail des populations des villes africaines. Direction l'Indénié-Djuablin à Niablé, où le centre de santé vient de voir son plateau technique relevé. Cela grâce à une entreprise coopérative de la région qui a fait don de matériels médicaux, d'équipements, de bureaux et d'appareils de laboratoire, le tout d'une valeur de 22 millions de francs CFA. Le témoignage de Jeanne Atoubé. À l'entrée du centre de santé de Niablé, le sous-préfet et le médecin-chef, accompagnés du donateur, découvrent la totalité des équipements médicaux et le matériel biomédical réceptionné une heure plus tôt. Un nouveau souffle pour cette structure sanitaire qui va relever son plateau technique et dont le laboratoire redevient opérationnel, après plusieurs années durant lesquelles les appareils étaient à l'arrêt. C'était un besoin pressant pour l'hôpital et nous avons lancé un cri
Et le généreux donateur a entendu nos doléances et il a répondu à nos besoins. Tout Niablé s'est mobilisé place de la Paix pour la cérémonie de remise symbolique du don fait à son centre de santé et d'une valeur de 22 millions de francs CFA. Un moment de fête. Le donateur Tano Serge, fils du canton Niablé et acteur dans le négoce du café et du cacao, a été félicité et cité un exemple devant le chef du canton, Nanan Kwakokwao, le patient 3. Son acte qualifié de haute portée sociale par les élus de Niablé est un clin d'œil fait aux riches planteurs et aux grosses entreprises coopératives de cette localité pour susciter leur engagement à poser des actions sociales au bénéfice des populations au nom de la solidarité. Il s'agit d'inviter l'ensemble des coopératives pour suivre l'exemple, le bel exemple donné par Radi et leur dire que la population doit être leur premier leitmotiv. Il faut d'abord les sensibiliser. Nous sommes une zone frontalière et la population a beaucoup tendance à aller de l'autre côté de la frontière pour faire de l'automédication, mais avec la sensibilisation de tous les jours, ils ont commencé à fréquenter l'hôpital. Le centre de santé urbain de Niablé va retrouver un bon niveau pour se tourner vers la satisfaction de ses clients, en attendant de relever les défis de la réfection des bâtiments, la construction d'une clôture et d'un préau pour l'accueil des visiteurs. Koulousson a aussi son nouveau centre de santé. C'est à Tingrela, au nord de la Côte d'Ivoire. C'est un don de la mutuelle de développement du village. Les clés ont été remises aux autorités sanitaires du département. Le reportage de Siekwasi et Thérèse Tapeyoboué. Koulousson est une localité située à 24 km de Tingrela, région de la Bagoué. Ce village, qui compte 2000 habitants, est confronté à des difficultés. Au plan sanitaire, deux options s'offrent aux populations pour se faire soigner. La première, se rendre au dispensaire des Anasso, situé à 14 km de Koulousson, sur une piste impraticable. La seconde alternative, c'est le centre de santé communautaire de Tchongi, un village malien à 30 minutes du village. Mais pour y parvenir, il faut traverser ce pont de fortune. Aujourd'hui, toutes ces difficultés sont un vieux souvenir avec l'inauguration du centre de santé du village grâce à la mutuelle de développement de la localité. On dit que tous les enfants qui sont ici, ils sont nés ici au village parce qu'il n'y avait pas l'hôpital ici à Koulousson. C'est des sentiments de joie naturellement qui m'animent ce jour parce que c'était un projet. Aujourd'hui, c'est une réalité. Pendant 5 ans, ça a été difficile par moments. Nous nous sommes soudés comme un seul homme parce que c'était le premier véritable projet qu'on initiait à l'endroit de notre population, à l'endroit de notre village. Ce centre de santé a déjà son infirmier qui prendra bientôt fonction. Il a été présenté à la population par le directeur départemental de la santé de Tingrela. Le sous-préfet de Papara s'est réjoui de l'initiative de la mutuelle de Koulousson pour la construction du centre de santé. Il a souhaité qu'une sage-femme soit également affectée dans ce centre pour encourager les femmes enceintes à le fréquenter. L'OIPR, l'Office ivoirien des parcs et réserves, vient d'instituer un prix vert. Il est dénommé le Parc national de Taï, mon meilleur voisin. C'était lors de la première session 2017 du comité de gestion locale du parc. Un prix instauré pour préserver ce patrimoine. Les précisions de Kader Sogodogo, RTI Boaké. Le parc national de Taï, 5860 km². Ce parc représente plus de 50% de la superficie totale des zones forestières ouest africaines placées sous statut de stricte protection. Ce parc est un immense réservoir génétique et est d'une valeur exceptionnelle pour la Côte d'Ivoire. Il est déclaré réserve de biosphère depuis 1978 et est un patrimoine mondial depuis 1982. Sa gestion relève de l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR. Pour la préservation du parc, l'OIPR sensibilise et associe les autorités locales ainsi que les communautés au sein d'un comité de gestion locale, CGL, qui se réunit 4 fois dans l'année. Ce CGL nous a apporté beaucoup d'informations. Il y a beaucoup de recommandations qui ont été faites qui vont améliorer
j'en suis sûr, la gestion du parc national de Taï. Pour cette année 2017, un prix vert, dénommé le parc national de Taï, mon meilleur voisin, a été créé. Il rejoint les efforts de préservation du parc. 83 villages riverains sont concernés par le prix. Ils devront démontrer leur volonté de préserver le parc. Les élus sont engagés. Je vais expliquer à la population de Taï-Zagné que ce prix-là n'est pas à négliger, que nous devons travailler pour que dans le département de Taï, un village remporte ce prix. La Fondation des parcs et réserves de Côte d'Ivoire, partenaire financier, s'associe à la démarche. Le parc national de Taï a un niveau de conservation qui est exceptionnel. Il faut continuer à le faire, donc ça demande du travail, il faut communiquer avec la population. Le parc national de Taï regorge d'espèces animales et végétales rares au monde. Toutefois, des initiatives tant nationales qu'internationales sont menées pour assurer sa durabilité. C'est la fin de ce journal.